Mickey Eubanks parcourt le monde pour étudier les fourmis de feu. Mais c'est sur ce lac, au milieu des terrains de plusieurs centaines d'hectares réservés aux scientifiques, qu'il mène au quotidien son programme de recherche sur les étonnantes capacités d'adaptation d'un insecte hors du commun. J'aperçois des fourmis de feu qui escaladent cet arbre mort. Il y a sûrement un radeau qui touche cet arbre. Elles sortent de l'eau. Le radeau est construit en quelques minutes. Il flotte car les fourmis de feu sont hydrophobes. La chitine, qui enveloppe leur corps et le protège, est imperméable à l'eau. Celle-ci ruisselle à sa surface sans l'imprégner. Ce radeau est formé de milliers d'ouvrières. Certaines forment une couche à la base, sur la surface de l'eau, et par-dessus cette couche, il y en a des centaines de milliers d'autres, dont certaines portent les larves ou les bébés de la colonie. Elles utilisent leurs puissantes mandibules, leurs puissantes pattes pour s'agripper les unes aux autres. Lorsque Mickey imprime avec sa pince une légère pression au centre du radeau, il ne coule pas. La très forte densité des fourmis, liées les unes aux autres, assure sa cohésion. Ainsi, une colonie peut naviguer des centaines de kilomètres sur n'importe quel cours d'eau. Peu importe depuis quand on les étudie, les fourmis de feu restent surprenantes, vraiment fascinantes. On peut voir quelques larves. Malheureusement pour elles, elles sont utilisées comme bouées de flottaison. Le radeau reste lié jusqu'à ce qu'elles atteignent de la végétation émergente, ou cet arbre mort. Dès que le radeau entre en contact avec le bois mort, ou la végétation, les ouvrières vont se précipiter hors de l'eau et beaucoup d'entre elles vont porter les larves, ou les bébés de la colonie, sur cette végétation, ou bien sur l'arbre mort, pour échapper à la noyade. C'est leur priorité, sauver les bébés de la noyade. C'est très efficace, très performant. Je ne dois pas m'approcher trop près de l'arbre, sinon elles vont monter dans mon kayak. Si la dérive dure trop longtemps, les ouvrières seront contraintes de dévorer une partie des larves et des œufs pour ne pas mourir de faim. Quand le radeau aborde, les fourmis débarquent et cherchent leur chemin jusqu'à la terre ferme. La colonie est sauvée. Les fourmis de feu qui ont échappé à la noyade et survécu à la famine vont maintenant chercher un territoire. Adaptées aux aléas de la forêt tropicale humide, les fourmis de feu sont d'intrépides voyageuses. Elles escaladent les montagnes, traversent les rivières, contournent les déserts. Les zones urbaines ne les rebutent pas, au contraire. Si elles découvrent une parcelle favorable, elles n'hésitent pas à s'installer au cœur des villes. Walter Tschinkel est le spécialiste mondial des fourmis de feu. Son livre, The Fire Ants, publié en 2006, est la Bible de tous ceux qui travaillent sur le sujet. Je n'aime pas le mot invasion, parce que c'est une métaphore de la guerre. Mon intérêt pour la fourmi de feu ne porte pas sur leur éradication ou leur contrôle, c'est la biologie des fourmis. La caractéristique principale qui distingue les fourmis de feu des espèces communes, c'est la grande taille de leur colonie. Nous vivons dans un climat chaud. Les fourmis de feu ne peuvent pas parcourir de longues distances à la surface du sol. Elles ont donc développé un système de galeries souterraines.
C'est une série de tunnels, comme des rivières coulant d'une montagne, qui leur permet d'accéder à tout leur territoire. Creuser un tunnel dans de l'argile, du sable ou du caillou nécessite un outillage et des technologies adaptées. Ce que Walter Tschinkel étudie, grandeur nature, c'est le comportement des fourmis de feu dans des terrains modifiés par l'homme. Nous avons créé différentes parcelles d'environ 10 mètres carrés. On a labouré le sol, ce qui est clairement une perturbation. Certaines zones sont ombragées et les fourmis de feu sont réputées ne pas aimer l'ombre. Donc si on obtient un bon taux de survie là où la terre a été labourée, alors nous saurons que le labourage favorise leur survie. Si on a un faible taux de survie sur des parcelles non traitées, on saura que quelque chose ne favorise pas leur survie. Plus la terre est meuble, et plus elle sera facile à creuser. Les ouvrières tissent un réseau de galeries de circulation qui, pour certaines, descendent jusqu'à la nappe phréatique, c'est-à-dire la partie du sol qui est saturée par l'eau de pluie ou de ruissellement. Les ouvrières ne s'arrêtent jamais de creuser. Elles ouvrent en permanence de nouveaux tunnels, interconnectés les uns aux autres, et qui s'adaptent à l'évolution des conditions climatiques. En saison chaude, les galeries les protègent de la sécheresse. En hiver, elles les protègent du froid. Les fourmis de feu n'entrent pas en léthargie. Elles résistent à des températures qui plongent jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Le nid est un véritable empire souterrain dans lequel peuvent vivre jusqu'à 1/4 million d'individus. Les fourmis de feu sont des ingénieurs des écosystèmes qui exploitent les milieux perturbés par l'homme. Dans son habitat d'origine, en Amérique du Sud, les perturbations sont naturelles. Mais avec l'intervention des hommes et avec leur introduction en Amérique du Nord, la plupart des perturbations de leur habitat sont causées par l'homme. On défriche les terres, on coupe les forêts naturelles qui couvrent le sud des États-Unis pour l'agriculture, pour construire des habitations, des autoroutes, des parcs. Donc, quand elles sont arrivées aux États-Unis, elles ont trouvé que c'était un paradis, parce qu'elles débarquaient dans une vaste zone perturbée par l'homme.